Alors, je voudrais, on ne va peut-être pas aborder tous les sujets que vous avez mentionnés, mais reprenons d'abord celui des réfugiés. Je crois que tout le monde admire le travail qui a été fait par l'Allemagne. Au total, ça fait 1 bon million de réfugiés, et ça continue quand même à un rythme qui n'est pas négligeable, hein, même s'il a considérablement ralenti. Alors, pour résoudre ce problème des réfugiés, comme toujours, il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. Alors, je voudrais vous poser une question qui est délicate, qui est de court terme, qui est la relation avec la Turquie. Alors, on lit, on entend énormément de choses. Il est certain que le président Erdogan est fâché contre nous, en général, et il ne le cache pas. Il est question de rétablir la peine de mort en Turquie. La Turquie nous dit quasiment ouvertement que si l'Union européenne interrompt effectivement les négociations, eh bien, elle considérera comme caducs les accords qui ont été passés sur les réfugiés. Comment voyez-vous la chose ? Je la vois difficile, mais il faut un peu séparer les problèmes les uns des autres. D'abord, en ce qui concerne l'élargissement de l'Union européenne, nous avons commencé les négociations là-dessus en 2005. En 2005, et nous avons décrit ça comme un processus ouvert qui n'exclut ni l'adhésion de la Turquie à l'Europe, ni l'échec des négociations à un certain moment. Deuxièmement, l'Union européenne s'est basée sur des valeurs communes. Ce sont les valeurs de l'Ouest. La notion de l'Ouest n'est pas une notion géographique, c'est une notion politique et décrit les valeurs de la Révolution française, de l'indépendance des États-Unis et de la démocratie au Royaume-Uni. Tout cela est constitutif. Et nous avons, avec nos amis américains, par exemple, nous avons beaucoup en commun, et c'est pourquoi nous voulons approfondir les relations transatlantiques, indépendamment de la personnage du président. Mais il y a aussi des divergences. Il y a pas mal des États américains où la peine de mort est toujours existante et effectuée. En Europe, ce n'est pas possible, c'est même pas imaginable. Et c'est pourquoi non seulement la chancelière, mais aussi d'autres hommes politiques et femmes politiques européennes ont dit l'adhésion à l'Union européenne d'un pays qui connaît toujours la peine de mort n'est pas possible. C'est quelque chose qui est très clair et qui est partagé par tout le monde. Troisième point, nous avons un processus de négociation qui se caractérise par l'ouverture des chapitres de négociation d'un par l'autre. C'était dès le début difficile parce que nous avons le problème de Chypre qui n'est pas encore résolu, et c'est comme ça, M. Meyer-Landrut a vu ça déjà à plusieurs reprises. D'abord, on commence à négocier, on dit, ah, cette fois-ci, c'est très positif, on est en bonne route, on va achever ça, ça traîne et traîne et traîne, et finalement, on dit, non, c'est échoué, on n'a rien conclu. Donc, c'est quelque chose qui nous préoccupe, ça a compliqué les choses dans le passé. Et maintenant, au stade actuel, j'ai l'impression que l'Union européenne et la Turquie savent très bien que l'ouverture d'un nouveau chapitre n'est pas à l'agenda à court terme. Ça, c'est quelque chose qui me semble être très clair. Mais nous avons clairement dit en même temps que nous respectons les accords qui ont été conclus sur les négociations d'adhésion, et nous expectons et nous voudrions que la Turquie respecte les siens. Il faut séparer
de la situation au plan national en Turquie et les négociations sur l'adhésion. Les deux sont extrêmement difficiles. Il faut séparer de cela le volet des réfugiés. Parce que, comme je l'ai dit déjà, la Turquie a accueilli beaucoup plus de réfugiés que chaque autre pays dans la région, que chaque autre pays en Europe, même là. Il y a dans la Turquie, qui a 80 millions d'habitants, il y a 3 millions de réfugiés, sous des conditions très différentes, toujours parfois lamentables, mais il y a aussi 300 000 personnes qui ont trouvé un emploi ou qui ont créé des entreprises. Et comme je l'ai dit, pour améliorer la situation des réfugiés en Turquie, au Liban et en Jordanie, il faut coopérer avec la Turquie. Et en ce qui concerne les conditions, nous avons conclu un accord entre l'Union européenne et la Turquie au printemps 2016. Et c'est un accord qui établit clairement les obligations de chaque côté. Nous, les Européens, nous avons pris l'engagement de verser 3 milliards d'euros en dedans de 2 années, pas aux caisses du gouvernement turc, mais pour établir des écoles, des hôpitaux, des centres réfugiés, et tout cela est fait par avec des NGO, avec des organismes internationaux, et nous avons maintenant versé, je crois, 700 millions, et nous avons accordé presque 2 milliards d'euros, c'est-à-dire, c'est pour améliorer la situation des réfugiés concrètement, dans les écoles, dans les hôpitaux. Nous allons tenir nos promesses, et nous expectons la Turquie de tenir les siens, notamment en ce qui concerne la lutte contre les passeurs, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'immigration illégale, parce que c'est une immigration qui n'est pas humaine, ce sont des milliers de personnes qui se sont noyées, non seulement devant la côte libyenne, mais également entre la Grèce et la Turquie. Et il reste un sujet qui n'est pas à négliger, c'est le sujet de la visa liberalisation. Libéralisation des visas, c'est quelque chose qui a été accordé dans un accord entre l'Union européenne et la Turquie il y a plusieurs années. Il y a des conditions clairement définies et établies, et nous avons toujours dit, au moment où toutes les conditions seront remplies, nous allons tenir nos promesses, et nous allons donc procéder à la visa liberalisation, c'est-à-dire c'est à la Turquie, si elle veut ou non, remplir les conditions établies par l'accord. Ce n'est pas du tout facile. Moi, je suis d'ailleurs convaincu que la coopération entre l'Europe et la Turquie n'est non seulement dans l'intérêt de l'Europe, mais c'est également à l'intérêt de la Turquie. Et nous avons l'intérêt de voir des structures démocratiques, des structures pluralistes se développer en Turquie. C'est pourquoi nous sommes inquiétés par les événements qui se sont déroulés après le putsch. Nous étions opposés clairement contre le putsch, évidemment, parce qu'il ne faut jamais accepter un putsch contre un gouvernement démocratiquement élu, mais nous sommes également d'avis que le fait du putsch ne peut pas justifier n'importe quelle mesure politique à l'intérieur de la Turquie. Alors, si vous permettez, je veux quand même rester encore un instant sur ce sujet, parce que votre position, les positions de l'Allemagne sont extrêmement claires, vous les avez rappelées, mais on ne peut pas totalement exclure que la Turquie se fâche, si je veux dire, et qu'effectivement, elle considère les conditions sur les visas comme inacceptables, et puis surtout rétablisse la peine de mort. Alors supposons que ceci se produise, et supposons que la Turquie mette à exécution, à ce moment-là, sa menace de rendre caduques les accords sur les réfugiés. Est-ce que nous sommes prêts
à accueillir un nouveau flot de réfugiés. La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que nous avons trop l'habitude en Europe de prendre des positions et ensuite, quand l'impensable se produit, nous sommes pris de court. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en grande partie en Libye, après l'intervention libyenne et la chute du gouvernement Kadhafi. Donc nous avons eu quand même un certain nombre d'expériences ces dernières années où, n'ayant pas prévu le lendemain, on s'est retrouvé dans des situations difficiles. C'est pourquoi je me permets de vous pousser un peu. Vous êtes vraiment un président génial. Parce que vous disiez, on ne peut pas totalement exclure la possibilité. Et ensuite, vous disiez, et maintenant, prenons cette possibilité comme hypothèse. Ça s'appelle la stratégie. De répondre à une question hypothétique. Non, je crois qu'il ne faut pas faciliter les choses trop pour les gens en Turquie qui ne veulent pas la coopération entre l'Europe et la Turquie. Et quand on parle toujours et tout le temps de l'échec de cette coopération, ça sera une self-fulfilling prophecy à la fin de la journée. Donc moi, j'ai préférence, au moins quand je parle de ma capacité officielle, de parler sur les chances et que les opportunités qui se présentent, au lieu de parler tout le temps sur les risques. Les risques existent évidemment. Deuxième point, je suis sûr et certain que nous sommes aujourd'hui mieux préparés que nous avons été préparés il y a un an. Nous avons vu une crise réfugiée en 2008-2009, c'est-à-dire la crise entre la Libye et le Malte et l'Italie. Les réfugiés se sont rendus en Italie, en Espagne et en Suède. Et les pays concernés ont demandé à l'Europe d'approuver une répartition des réfugiés sur l'Europe entière. La France, l'Allemagne, les pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, tous les pays que je connais, les Autrichiens, les Pays-Bas, les Belges, ils ont tous été opposés à l'idée d'une répartition des réfugiés. Et seulement, et l'Allemagne, je parle maintenant de ma patrie, l'Allemagne a défendu cette position pendant 15 ans. Et seulement, c'était le ministre Chili, dans la coalition socialiste vert, ce ont été les ministres CDU, après, dans la coalition avec les socialistes, avec les libéraux, maintenant de nouveau avec les socialistes, ils ont tous défendu cette position. Et au moment où la grande majorité des réfugiés s'est dirigée vers l'Autriche, vers l'Allemagne, vers la France, vers le Luxembourg et les Pays-Bas, nous avons changé d'opinion. Et nous avons dit, mais il est logique que nous devons avoir une répartition des réfugiés. Et nous étions déçus quand nous avons vu la réaction un peu réticente des pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Donc c'est un processus pour nous tous. Nous sommes en train d'apprendre les leçons et d'en tirer les conclusions. Et nous avons, en ce qui concerne la réforme de Frontex, en ce qui concerne la réforme de Dublin, en ce qui concerne la protection des frontières extérieures, nous avons fait des progrès. Mais il ne faut pas se tromper. La crise des réfugiés ne peut pas résolue une fois partout. Et même aujourd'hui, où le nombre de réfugiés qui arrivent en Europe de la Turquie a été dramatiquement réduit, nous accueillons des réfugiés dans un processus de relocation qui sont arrivés en Italie, qui sont arrivés en Grèce. La France fait la même chose. C'est une tâche pour les Européennes et aux longues durées. Le nombre de réfugiés qui viennent s'installer en Europe va largement dépendre de nos activités en Afrique, au Proche-Orient, et si nous serons en mesure de résoudre les graves problèmes qui existent dans les pays mentionnés. Alors, on va rester encore sur des sujets difficiles, parce que si on ne prend que des sujets faciles, disait mon professeur de philo, c'est trop facile. Alors, oui, maintenant, il est certain que l'Union européenne,
vous avez à la fin de votre intervention fait de très belles remarques sur les raisons pour lesquelles l'Union européenne est probablement la plus belle création politique de la fin du XXe siècle. Mais nous avons vu, après la chute de l'Union soviétique, élargir brusquement à des pays qui n'y étaient pas forcément prêts, et d'ailleurs, on ne pouvait sans doute pas faire autrement. Mais enfin, le résultat, c'est que l'Union européenne a grandi, est quand même très hétérogène, et on voit bien que les mouvements populistes, les forces populistes s'y développent, pas seulement chez eux, d'ailleurs, on le voit bien aussi en France et ailleurs, mais on voit bien qu'il y a un degré, disons, d'hétérogénéité politique dans l'Union européenne aujourd'hui qui est un peu sans précédent et que tous ne partagent pas forcément cet idéal que vous avez rappelé qui est le nôtre, l'idéal franco-allemand, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal de M. Orban ou du président Duda. Alors, comment voyez-vous ça et comment pouvons-nous et que devons-nous faire, et quand je dis nous, je pense particulièrement à l'Allemagne et à la France, pour contrecarrer ces tendances qui pourraient devenir délétères. Je vous fais soupirer. Oui, non, c'est un défi si difficile parce qu'on ne peut pas résoudre ça en dedans d'un délai de 2 mois ou 3 mois. C'est-à-dire, si on voit un mouvement populiste s'établir dans les sondages pendant 2, 3, 4 ans, il faut au moins une période de 2, 3, 4 ans pour répondre aux défis. Et on ne peut pas comparer le populisme qui se présente dans un pays avec le populisme dans l'autre. En ce qui concerne les idées, les idéologies, je crois que ce sont 3 éléments. D'abord, le protectionnisme, by British, by French, by German, acheter des citrons allemands. D'abord, ensuite la haine contre les immigrés. Et troisièmement, un populisme social qui n'a rien à faire avec, avec la situation réelle qui se présente. Donc, il est notre tâche de mettre en œuvre une politique inclusive qui offre des chances à chacun et chacune qui est né dans le pays, qui va vivre dans le pays. Une chance à l'éducation, une chance à la formation professionnelle, une chance à un emploi, une chance à une sécurité sociale. Et pour faire ça, il nous faut une économie robuste qui le rend possible. Deuxièmement, c'est la formation politique dans nos écoles, dans l'armée, dans la formation professionnelle. Je me souviens encore, M. Cossert, quand j'étais jeune étudiant, j'étais invité tout le temps à assister des séminaires pour les jeunes Allemands pour nous convaincre de la nécessité de l'intégration européenne, pour nous convaincre de la nécessité d'une société libre et pluraliste, etc. Nous avons un peu perdu la dynamique là-dedans. Et chaque génération jeune va poser ses propres questions, doit apprendre de nouveau la leçon que tous les autres ont déjà appris pendant et après la Deuxième Guerre mondiale et dans les années 60 et 70. Et le troisième défi, c'est la cohérence et le consensus entre les partis démocratiques et modérés. Ce n'est pas toujours facile à achever. En Allemagne, peut-être un peu plus facile qu'ailleurs, parce que nous avons, comme suite aux expériences dans le régime nazi, sous le régime nazi, nous avons l'expérience d'une coopération des partis politiques dans les grandes questions politiques qui se posent.
C'était d'ailleurs pas encore le cas dans les années 50 ou 60, mais ça a commencé dans les années 70 et aujourd'hui, nous avons, y compris les Verts, y compris les libéraux, y compris les démocrates sociaux, y compris les démocrates chrétiens, nous avons un large consensus. Et quand on voit les chiffres, malgré le fait que nous avons accueilli 800 000 de réfugiés en dedans de quelques mois, le AFD n'a jamais obtenu plus de 15% dans les sondages. C'est un peu différent en Autriche. Et je ne vais pas parler de l'Autriche maintenant, ici en France. Ce n'est pas conforme aux règles diplomatiques. Mais il faut donc réfléchir sur la situation dans chaque pays selon ses mérites. Et je parle maintenant d'un pays théorique dont je ne connais pas le nom, mais c'était un pays où 40% de la population ont été enregistrés comme membres d'une partie politique parce que c'était la condition préalable pour obtenir un logement, c'était la condition préalable pour obtenir un emploi et pour obtenir une promotion. Et parfois, il y a une contre-réaction qui disent nous sommes prêts à accepter les règles de jeu qui ont été établies sans notre coopération. C'est-à-dire il faut réfléchir sur les raisons. Et la dernière remarque, il est très clair, au moment où un tel mouvement politique sera élu au gouvernement, ils devront livrer. Et ce qu'on a vu avant, ils n'étaient pas en mesure de livrer. Nous l'avons oublié. Mais je suis sûr et certain, au moment où dans n'importe quel pays un mouvement populiste sera élu, ils ne vont pas tenir leurs promesses, mais je dis également, il serait dommage de faire l'expérience. Il serait beaucoup mieux d'exclure cette possibilité. Et ce que j'admire en France, c'est quelque chose qui m'a énormément impressionné lors de la deuxième tour de la présidentielle quand Chirac s'avait présenté pour la deuxième fois. Il y avait au deuxième tour M. Le Pen contre Jacques Chirac. Et c'était tout à fait clair. Dès le premier moment où on a connu les résultats du premier tour, c'était clair que les socialistes vont soutenir, et les autres, les Verts, vont soutenir Chirac pour éviter un choix néfaste pour le pays. Et quand j'ai regardé les résultats et les réactions au premier tour des primaires des Républicains, de mes amis, j'ai vu exactement la même réaction en ce qui concerne le camp des Républicains, où les candidats qui ne sont pas arrivés au deuxième tour ont dit non, on ne va jamais voter pour un tel mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui représente la force, la grande force du système politique en France. Même si vous n'avez pas le même consensus large en ce qui concerne les réformes sociales, en ce qui concerne l'énergie ou d'autres sujets, mais vous avez un consensus politique sur les valeurs de la République, et c'est quelque chose qui est extrêmement important, et je voudrais vous encourager de travailler sur ce consensus. En tout cas, je suis convaincu que tous ceux qui sont, encore dans quelques minutes, que nous sommes tous convaincus dans cette salle de ce que vous dites. Mais je crois que la conclusion très, très claire là-dessus, c'est qu'il faut que l'Allemagne et la France restent fortes dans les années qui viennent, et en particulier économiquement, pour pouvoir affronter ces situations dans la durée. Alors maintenant, je voudrais, avant d'élargir la discussion, aborder encore deux questions qui sont liées à la politique étrangère. La Russie, que vous n'avez pas mentionné, mais il est vrai que vous avez mentionné énormément de choses. Alors, sans refaire l'histoire,
des années 90. Bon, la question de savoir pourquoi on en est arrivé là, il y a bien des interprétations possibles. Alors, ne refaisons pas l'histoire, parce que ça suscite d'ailleurs aussitôt des passions. Il y a ceux qui pensent, dont je suis d'ailleurs, que l'Ouest a commis énormément d'erreurs. Il y a ceux qui pensent que le diable est inscrit dans la Russie par ses gènes. Bon, n'entrons pas là-dedans, on a une situation aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'on peut se tirer de cette situation, sachant que l'Ukraine n'est pas non plus un pays modèle à bien des égards. Monsieur Saakashvili, qui s'était retrouvé curieusement gouverneur d'Odessa, a lui-même quitté ses fonctions en disant que la corruption était intolérable. Je ne sais pas si c'est un grand expert lui-même en matière de corruption, mais enfin, toujours est-il qu'on a une situation complexe. Alors ma question, c'est comment l'Allemagne voit-elle aujourd'hui la possibilité de retrouver des relations viables avec la Russie? Vous avez dit, nous avons commis des erreurs. Oui. Nous le faisons tout le temps. Et l'Ouest a commis des erreurs, certainement vis-à-vis de la Russie, notamment les discours où la Russie a été décrite comme un pouvoir moyen, etc. C'était peut-être pas le bon choix des mots, mais écoutez, n'importe quelle erreur a été commise. Rien ne justifie, selon mon avis, de non respecter l'indépendance et l'intégrité d'un pays comme l'Ukraine, avec 50 millions de gens. C'est quelque chose qu'il faut exprimer clairement, et comme je l'ai dit tout à l'heure dans une discussion avec les journalistes, c'était la France et c'était l'Allemagne, ensemble, qui ont rédigé les déclarations du Conseil européen sur les sanctions, qui ont initié le processus de Minsk. Il y a le format Normandie, où le président de la République, ou la chancelière allemande, avec M. Poutine, avec M. Poroshenko, se rencontrent tous les mois, ont des conversations téléphoniques tous les jours, pour assurer le siège-feu en Ukraine et pour assurer la mise en œuvre de l'accord de Minsk. Ce n'est pas encore achevé, malheureusement. Il y a des coupables pour cela. Je ne vais pas maintenant commencer à indiquer les erreurs commises par les Ukrainiens et les erreurs commises par les Russes, mais une telle non-respect n'est jamais justifiée. Et le deuxième point que je voudrais faire, la situation en Syrie est vraiment lamentable, incroyable. La moitié des 22 millions de Syriens sont maintenant des réfugiés. 7 millions à l'intérieur de la Syrie, 5 millions à l'extérieur. Et de nouveau, nous avons commis des erreurs au Proche-Orient. Évidemment, et d'autres ont commis des erreurs au Proche-Orient. Mais les attaques de monsieur Assad sur l'Alep ou l'Aleppo, je ne sais pas, l'Alep, le bombardement qui a grièvement dévasté des objets civils, des hôpitaux, etc. Rien n'est justifié, et tout cela était possible seulement parce que la Russie a toléré, au moins toléré, les actions de M. Assad. Et ça, il faut le dire clairement. Et il faut toujours rester à la recherche d'une solution, évidemment. Nous ne pouvons ni résoudre le conflit en Ukraine, ni résoudre le conflit en Syrie par des moyens militaires. C'est tout à fait clair. Et nous l'avons toujours dit. Mais nous devons parler une langue qui le président russe comprend. Et j'ai
et nous avons d'ailleurs en Allemagne, nous avons pas mal fait pour améliorer les relations avec la Russie dans le passé. Nous avons instauré un dialogue entre les juges aux grandes et hautes tribunaux. Nous avons créé une espèce d'office de jeunes avec un échange entre les jeunes étudiants. Nous avons encouragé les entrepreneurs allemands de faire des investissements en russe. Nous avons rapproché la Russie et l'OTAN avec nos partenaires. Nous avons fait pas mal de choses pour encourager la Russie de choisir le chemin de la démocratie et le chemin des valeurs européennes. La Russie se trouve dans un processus de transition qui est assez difficile. J'ai dit tout à l'heure, je suis inquiété par quelques mesures qui ont été prises en Turquie, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression et la liberté de la presse, mais je suis encore plus inquiété par la situation interne politique en Russie. Et ça, je crois, c'est quelque chose que nous, les Européens, doivent l'exprimer pour améliorer la situation, en coopération d'ailleurs avec la Russie, parce que c'est le seul partenaire que nous avons en ce qui concerne le territoire russe. Et en votre âme et conscience, si tant est qu'un homme politique puisse s'exprimer publiquement en son âme et conscience, est-ce que vous croyez que les plus âgés d'entre nous, enfin mettons dans les 30 ou 40 ans qui viennent, verront la Russie se retirer de la Crimée? Vous croyez sérieusement que c'est une possibilité? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Mais le droit international public s'impose. Et un jour, le peuple ou les citoyens de la Crimée vont décider, mais c'est rien qui peut être décidé à Moscou au Kremlin. Et là, je suis très clair. En ce qui concerne la Russie, je suis convaincu que le président russe n'a pas bien compris les défis pour son pays. Dans le temps moderne, le poids politique et l'importance d'un pays ne dépend entièrement de ses forces militaires, de ses capacités d'intervention ailleurs, mais dépendront de plus en plus de son poids économique, de ses relations avec les pays en cours de développement, avec ses capacités civiles. Et ça, c'est quelque chose qui a créé l'importance énorme des pays de l'Union européenne. Et ça, c'est la seule alternative que je vois pour la Russie. Si la Russie veut créer une croissance durable et veut créer un système stable. Donc, les problèmes qui se montrent clairement sont de nature de nous inquiéter, mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'offrir des échanges et des entretiens avec le président russe, et nous allons toujours défendre le droit international public et nos valeurs européennes. Alors, dernière question avant d'élargir, et ça très bref aussi, on n'a pas parlé de la Russie, on n'a pas parlé non plus des États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Quand on dit ça, je veux dire l'élection de ce point. D'abord, maintenant je parle à titre tout à fait personnel. Moi, j'étais choqué, pas pendant la nuit des élections, mais j'étais choqué par la campagne électorale pendant plusieurs mois. C'était une campagne que nous n'avons plus vue en France ou en Allemagne depuis des dizaines d'années. Et c'est quelque chose qui m'a inquiété. Deuxièmement, pour comprendre le fait que M. Trump a été élu, il faut comprendre le fait que M. Obama a été élu il y a 8 ans. C'était, je ne sais pas, si un président
avec un background migratoire, comme M. Obama, aurait été élu il y a 8 ans, soit en Allemagne, soit en France, si facilement. C'est la démocratie américaine qui est si forte qu'il permet même des résultats parfois surprenants, vers la gauche et vers la droite. Et maintenant, c'est M. Trump qui a été élu. La chancelière, et je crois qu'elle a été la seule, parce qu'elle a eu une conversation téléphonique avec lui. Elle a dit, je vous félicite, Monsieur le Président, de votre victoire, mais elle a dit en même temps, et je vous offre une coopération étroite sur la base de nos valeurs communes. Il a compris. Il a compris. Ça, il faut poser la question à M. Trump. Hein. Pas à moi, et je n'étais pas présent pendant la conversation. Mais c'est la situation. Nous avons des valeurs en commune et il faut les respecter. Il faut les respecter en ce qui concerne la politique étrangère, la politique sécurité et défense. Là d'ailleurs, j'ai l'impression que le nouveau président élu s'est exprimé dans une façon plutôt diplomatique. Donc, je n'exclus pas la possibilité que le futur président Trump pourrait respecter l'OTAN, pourrait travailler pour résoudre le conflit au Proche-Orient entre l'Israël et les Palestiniens. Mais évidemment, il faut attendre jusqu'à la nouvelle administration a été nommée et les idées sont devenues claires. Il y a d'autres domaines où nous ne connaissons pas encore la situation. Je me souviens de l'élection du président Reagan, qui était, en ce qui concerne la défense, la sécurité, un bon président pour nous tous en Europe, mais il a mis en œuvre les Reaganomics à l'époque qui ont énormément créé un déficit public aux États-Unis, mais qui n'ont pas produit la croissance économique qu'il a voulu créer. Donc là, il faut regarder ce qu'ils vont faire. Et le troisième point, et ça c'est un point qui est quand même sensible, c'est l'aspect culturel. Nous avons une culture européenne, une culture américaine, depuis 2000 ans, et même dans un pays où la séparation entre l'Église et l'État est très claire, et c'est quelque chose que nous respectons, mais nous sommes tous des enfants, des grands-enfants de nos grands-pères chrétiens depuis 2000 ans qui ont influencé cette culture. Mais cette culture, c'est une culture inclusive. Ce n'est pas une culture de la séparation selon les ethnies. Si on essaierait de le faire, on provoquerait un drame aux États-Unis et notamment en Europe. Nous avons vu des vagues migratoires pendant un demi-siècle. Nous avons admis des réfugiés en France, aux Pays-Bas, en Italie, partout. Nous avons des hommes et des femmes qui sont nés dans nos pays, qui sont maintenant des hommes et femmes politiques, etc. Et ce processus d'intégration qui a eu lieu, on ne peut pas le renverser. On ne peut pas le stopper. Et ça, c'est quelque chose qui relève d'une part de la responsabilité, évidemment, des États-Unis de prendre leurs propres décisions sur leur propre territoire. Et c'est quand même un point où les valeurs de l'Union européenne, les valeurs de l'Ouest seront mises à la preuve et où nous disons il faut préserver ce que nous avons achevé et, en deuxième lieu, le protectionnisme. Je reste convaincu, et la chancelière l'a dit à plusieurs reprises publiquement, je reste convaincu que le protectionnisme ne va jamais offrir une solution pour les défis d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons un grand intérêt, un jour, peut-être pas tout de suite, de travailler de nouveau sur le TTIP, de travailler sur les accords de libre-échange,
de travailler sur les grands marchés mondiaux. C'est quelque chose qui est tout à fait lié à notre façon de vivre. Et je suis sûr et certain, aux États-Unis, on va le comprendre, mais je ne connais pas encore les développements qui vont se dérouler dans les prochains mois.